décidé d'arrêter au foot parce qu'en fait, en hiver, il faisait trop froid. J'arrivais même pas à courir, j'avais rien à faire. La balle, je suis rentré de l'entraînement, j'ai dit à mon père, papa, j'arrête. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a tous la même source de motivation. C'est un peu cette carrière qui s'est pas finie comme elle devait se finir. J'ai fait l'un des plus gros camps de la côte Est, c'est-à-dire que tu as tous les jeunes joueurs de la côte Est qui se retrouvent au même endroit. Donc, on avait 5000 joueurs de basket au même endroit pendant une semaine. Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve encore une fois dans un nouvel épisode de podcast. Je suis toujours avec Yanis Laïb, fondateur de Bipal. et aujourd'hui notre invité. C'est Sepp Mouniol, préparateur mental et spécialiste en respiration fonctionnelle. Je me lève le matin, j'ai toujours envie, quand je vois des jeunes, parce que je me vois en eux en fait. Quand je vois un jeune qui a un potentiel, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de le pousser, j'ai envie de le conseiller, Et je sais que ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Mais ce qui est drôle, c'est que là, avec les JO, surtout les JO à 2024, j'ai l'impression que la préparation mentale, elle va prendre un gap là sur les années qui viennent. Les datas le montrent, 95% des sportifs aujourd'hui respirent mal au repos et à l'effort, donc ils ont une respiration qu'on dit dysfonctionnelle. De langage interne, discours interne, je comprenais rien de ça, je maîtrisais pas mes émotions, je maîtrisais pas mes pensées, je faisais pas de visualisation, j'avais juste envie et j'y allais avec... Ouais, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'avoir du mental, c'est juste être comme ça et avoir envie, avoir la dalle. Alors si c'était ça, avoir du mental, j'aurais été très fort. Mais... Ouais. Si c'est mis en place quand t'es jeune, ça devient une normalité. Bien Puisque sûr. c'est pas encore ancré. Je te garantis que là, dans 10 ans maximum, ça deviendra la normalité pour Ouais, nous exactement. d'avoir un préparateur mental. Avant tout ce qui est prépa physique, avant la prépa mentale, avant l'entraînement, quoi. Bien C'est vraiment la préparation du corps, c'est du biohacking finalement. Exactement. Ok. C'est comprendre le potentiel humain. On a un potentiel, on a un corps, comment il fonctionne. Il fonctionne avec des cellules. Si on comprend comment fonctionnent les cellules, on peut améliorer, optimiser le fonctionnement. Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve encore une fois dans un nouvel épisode de podcast. Je suis toujours avec Yanis Laïb, fondateur de Bipal. et aujourd'hui notre invité. C'est Sepp Mouniol, préparateur mental et spécialiste en respiration fonctionnelle. Voilà la team. Ok, on sait que c'est le troisième épisode au niveau de la préparation mentale, ne vous inquiétez pas, c'est encore quelque chose de différent. Il a vraiment une expertise qu'on n'a jamais vue. Mais moi, j'ai très hâte de faire cet épisode. Du coup, comme d'habitude, c'est Seb qui va un peu guider cet épisode en nous racontant un peu son parcours, par où il est passé, potentiellement quel sportif il a accompagné. Et voilà. Hein. Du coup, pour démarrer, Seb, dans un premier temps, merci d'avoir honoré l'invitation. Merci d'avoir fait la route, parce que Sepp n'est pas de Paris, il vient de Bordeaux juste pour cet épisode de Passe un Cap. Donc merci Sepp pour ça et on te laisse enchaîner du coup sur d'où tu viens, qui es-tu et quel est ton parcours. Alors, d'où je viens? C'est une vaste question. Moi, je suis franco-camerounais d'une famille de sportifs. Donc ça, je sais que ça a beaucoup façonné ma façon de voir le monde quand j'étais jeune et même encore aujourd'hui. 4 frères, pas de sœurs. Donc, c'était la compète pour tout. Testo. La compète pour tout. On joue aux cartes, machin. Et à l'adolescence, ça s'est fini en compète de pompe, d'abdos, de tout. Et je sais que ça a beaucoup façonné ma façon de penser parce que du coup, quand moi, j'ai été jeune athlète, je pensais déjà en mode Compétition, ouais. compétition. Tu dois être le meilleur. Parce que en plus, j'ai des grands frères, donc je perdais tout le temps. Et donc, ça m'a forgé un caractère de... Je suis challenger, je suis derrière toi, mais si tu fais une erreur, je vais arriver, je vais t'avoir. Ça m'a beaucoup servi dans mes jeunes années. J'ai commencé par le foot. Donc, j'étais à l'OM quand j'étais jeune. Je ne savais pas ce que c'était l'OM, pour moi, c'était juste un club. Et à 9 ans, j'ai commencé à gravir les échelons jusqu'à 11 ans où j'étais attaquant. J'ai commencé, j'étais défenseur. Et un jour, j'ai dit à mon père, je vais arrêter le foot. Comme ça. En arrivant sur Paris, donc j'avais 12-13 ans. Mon père était super content parce que j'étais un bon joueur, j'étais grand, tu vois. Et j'ai décidé d'arrêter au foot parce qu'en fait, en hiver, il faisait trop froid à Paris. Jusqu'aujourd'hui, je m'en veux toujours. La raison, elle est vraiment... Mais je me rappelle, je suis arrivé à l'entraînement à Paris parce que j'ai grandi à Marseille. Ouais. Et du coup, en hiver, il fait bon, quoi. Là, j'arrivais même pas à courir, j'avais rien à faire. La balle, je suis rentré de l'entraînement, j'ai dit à mon père, papa, j'arrête. Mon père, il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit, t'es fou. Et tous mes frères faisaient déjà du basket, donc je me suis dit, bon, je vais suivre les frères. Et je me suis mis au basket, sauf que j'ai très vite progressé au basket. Et 14-15 ans, je suis dans les meilleurs de ma génération et je pouvais échanger avec eux. Donc j'ai côtoyé Boris Dio, Tony Parker. Enfin, c'est des mecs avec qui je pouvais échanger. Et j'ai eu énormément de joueurs successful dans ma tranche d'âge. Ça m'a servi aussi parce que du coup, ça m'a donné vraiment envie de travailler. Et un peu trop, parce que j'ai beaucoup forcé.
notamment en préparation physique. Je voulais m'entraîner plus pour aller encore plus vite. Et c'est comme ça que vers 17-18 ans, j'ai commencé à me blesser de manière plus récurrente. J'ai eu la chance d'aller aux États-Unis quand j'avais 18 ans. J'ai fait un camp de basket là-bas qui m'a permis d'être vu. C'est quoi un camp de basket exactement? Un camp de basket, en fait, j'ai fait l'un des plus gros camps de la côte Est. C'est-à-dire que tu as tous les jeunes joueurs de la côte Est qui se retrouvent au même endroit. Donc, on avait 5000 joueurs de basket au même endroit pendant une semaine. Ok. Et toutes les semaines, il y en avait 5000 qui partaient, 5000 qui revenaient. Et donc, moi, la première fois que j'avais ça, donc, juste pour imaginer, on avait 100 terrains extérieurs de basket. Une usine, quoi. 100 terrains de basket extérieurs, juste pour que ça n'existe pas en France. Ça change de nos détections à nous. Hein. C'est la Voilà, même chose c'est dans ça, la détection là-bas. Et donc, genre, pendant le camp, on te disait, t'es au terrain 63 et tu marchais 20 minutes pour aller au terrain 63 parce que c'est très long. Du coup. Oui. Donc, bref, moi, j'ai appris énormément. Et quand je suis revenu, j'ai commencé à me blesser et me reblesser, me reblesser, me reblesser. Et je sais que moi, j'étais très, pas colérique, mais j'étais un jeune athlète. J'avais envie de réussir, et je sais que j'endormais pas la nuit. Ça me faisait pleurer, ça me faisait m'énerver parce que j'étais encore blessé ou encore à la cheville ou encore cette douleur. Et j'ai passé toute ma carrière dans cet état-là. J'ai jamais réussi pour moi à atteindre mon plein potentiel. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui me motive et ce qui m'a énormément motivé. C'est de savoir que j'avais un énorme potentiel et que je ne l'ai pas du tout atteint. Et ça, quand on finit sa carrière, quand je vois mes potes autour de moi, moi j'ai des potes qui ont fait équipe de France, qui ont fait des carrières NBA, qui ont fait des trucs, et tu es là, et tu te dis, peut-être que j'aurais pas fait mieux qu'eux, mais j'aurais pu faire quelque chose qui s'en rapproche. Ouais. Alors que moi, j'étais un joueur National 2, National 1, moyen. Et ça a façonné tout ce qui s'est passé ensuite. Ça veut dire, ça c'était il y a presque 14 ans maintenant. Depuis, j'ai décidé que comme j'ai pas été un bon sportif, je vais me transformer en un coach qui va apporter des choses que personne n'a jamais vues parce que je voulais, et je veux toujours, rattraper comme cet échec qui a duré 10 ans d'une carrière où j'ai pas exploité mon potentiel. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a tous la même source de motivation. C'est un peu cette carrière qui s'est pas finie comme elle devait se finir. Moi, mon exemple, c'est le foot. Toi aussi, après Cannes, c'est le foot aussi. On a tous, entre guillemets, échoué dans ce projet-là. Et on veut aider les autres à peut-être pas faire les mêmes erreurs que nous, Exact. grâce aux connaissances qu'on a pu avoir. Et ouais, non, on a tous toi, ce même Je pense que c'est sujet. un Ouais. énorme drive. Ça motive, ça pousse. Parce que c'est pas facile ce qu'on fait. Moi, je remets dans le contexte. Il y a des jours difficiles, des mois difficiles, des années des fois difficiles, un parcours difficile. Mais quand on a ça comme motivation, moi, je sais que ça fait 15 ans. Je me lève le matin, j'ai toujours envie. Quand je vois des jeunes, parce que je me vois en eux, en fait. Quand je vois un jeune qui a un potentiel, machin, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de le pousser, j'ai envie de le conseiller, j'ai envie de... Ouais, de ouf. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Ouais, c'est le pourquoi, quoi. Le why, au fond, il est incroyable. Ouais, c'est sûr. Exactement. Tu veux donner aux autres que toi, tu n'as pas forcément eu la chance d'avoir. Exact. Mot à mot, c'est exactement ça. Ouais. Moi, je veux apporter aux sportifs aujourd'hui tout ce que je n'ai pas eu. C'est pour ça que j'ai commencé par comprendre la préparation physique, parce qu'au départ, je me blessais tout le temps, c'est-à-dire qu'il y avait des choses physiquement que je ne faisais pas bien. Et après, je me suis questionné, mais qu'est-ce que je n'ai pas eu, moi, en tant que joueur? Et j'ai découvert en 2011 préparation mentale. Je ne connaissais même pas le terme. Je ne savais même pas que ça existait. J'étais un athlète, je ne savais même pas que ce métier existait. Mais ce qui est drôle, c'est que là, avec les JO, surtout les JO à 2024, j'ai l'impression que la préparation mentale, elle va prendre un gap là sur les années qui viennent, entre Léon Marchand, Teddy Riner, qui font que parler de ça. Qui en parlent, Voilà. c'est parce qu'ils en parlent. Exactement, qui commencent à en parler. Bon, moi, je regardais tous les soirs, je regardais Quel jeu là avec Léa Salamé, et elle parlait de préparation. Enfin, c'est absolument pas une athlète, Léa Salamé, je pense. Et elle parlait de préparation mentale, et il mettait la préparation mentale vraiment au milieu de la performance. Chose que juste à quelques années avant, on n'en parlait pas. Quoi. Ouais, bien c'était sûr, très négligé. C'est comme l'intelligence artificielle depuis ChatGPT. Ouais, c'est la même chose. Mais non, mais c'est intéressant. Et moi, ça, je bénis en fait ça. Parce que moi, j'ai commencé la préparation mentale. Il n'y avait pas de formation préparatoire mentale en France. Je me revois en 2011 chercher. Il n'y a rien sur Google. Je me suis formé à l'étranger. Je me suis formé en anglais. Donc, j'ai trouvé d'autres solutions. Mais aujourd'hui, tu veux de préparation mentale. Tu tapes préparation mentale sur Google. Tu as des DU, tu as plein de formations par ville. Tu peux te faire accompagner. Enfin, voilà, tu as de quoi. Moi, il n'y avait rien. Et donc, je découvre ça et je comprends que je n'ai pas été accompagné à cet endroit-là. Et c'est ce qui a potentiellement fait aussi l'échec de ma carrière, en plus de mes failles physiques, parce qu'il faut les accepter.
Et quand je comprends ça, je me dis, mon Dieu, il y a un monde là-dedans. Et je comprends que ça va être le futur. C'est ce que moi, je présentais. J'ai dit, c'est ça le futur de la performance. Comprendre ce qui se passe là-dedans. Et quelques années plus tard, je découvre la respiration et je comprends que la respiration est en fait la porte d'entrée vers le corps, vers les émotions et vers le mental. Et donc, je comprends qu'avec une clé, la respiration, on peut, chez l'athlète, travailler à la fois le mental, à la fois l'émotionnel et à la fois le physique, l'endurance, la capacité à répéter les sprints. C'est la même clé d'entrée. Et là, je me dis, OK, maintenant que j'ai la respiration, et ça fait 10 ans que je plonge et je me renseigne et j'apprends et je creuse et j'approfondis ma compréhension de la respiration à l'effort. Okay. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des athlètes, de ce que tu nous dis, nous on a eu l'occasion de discuter un petit peu, on ne sait pas respirer. Genre, on nous a toujours même pas, personne nous apprend à respirer d'ailleurs. C'est vrai. C'est ça. On pense que c'est quelque chose d'inné. Exactement. Et au final, on le fait peut-être mal, ou même sûrement mal d'ailleurs. Les datas le montrent, 95% des sportifs aujourd'hui respirent mal au repos et à l'effort, donc ils ont une respiration qu'on dit dysfonctionnelle. Les premières personnes aujourd'hui qui ont une respiration fonctionnelle, ce sont les très jeunes enfants. Les enfants de 6 mois, de 1 an, on les voit, les bébés, ils respirent par le ventre, allongés sur le dos, ils ont cette respiration qui est ample, ils utilisent leur ventre, ils engagent leur diaphragme naturellement. C'est-à-dire que nous tous, quand nous étions bébés, on savait le faire naturellement. Et justement, pourquoi ça s'est un peu décalé? Pourquoi c'est déformé comme ça? Ce qui se passe, c'est que l'enfant va donc grandir et il va exprimer ses premiers gros stress émotionnels. Okay. Je te prends l'enfant de 2 ans et demi qui veut une glace, on ne lui donne pas sa glace, mais là, tu vois, il explose. Et en fait, cette explosion va créer, comme le muscle du diaphragme, va créer des spasmes. Et il va commencer à sangloter. Vous voyez, ces sanglots où on a l'impression qu'il a des spasmes musculaires. En fait, c'est les spasmes du diaphragme qui vont créer cette première déformation au niveau respiratoire. Sauf qu'il va rester dans ce modèle-là. Et après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est pas déformé, mais il a une respiration dysfonctionnelle à cause de ses états émotionnels. Okay. Et après, vu qu'on ne lui corrige pas ça, ben, il grandit. Et si à 13 ans, 14 ans ou à 8 ans, 9 ans, il commence la pratique d'un sport, on le met à l'effort, cette respiration dysfonctionnelle persiste dans son sport, à l'effort intense, et il finit adulte, il n'a jamais changé sa respiration. Ok, d'accord. Et là, tu nous as présenté tout ton parcours de sportif. Donc, tu as commencé par le foot, tu as arrêté à cause du froid à Paris. Ça te fait rire. Ça a fait rire un peu. Tous mes potes se moquent de moi quand je leur dis ça. Après, tu as enchaîné avec le basket. Et comment tu en es venu à devenir préparateur mental, etc. juste après? C'est ça, en fait. J'essayais, quand j'arrivais à la fin de ma carrière, donc très tôt, parce que j'avais 30 ans, j'essayais de me dire, OK, apparemment, vu ta carrière, vu le potentiel que tu avais à 14-15 ans, tu n'as rien compris. C'était ça, ma réalisation. J'étais chez moi en me disant, OK, t'as loupé quelque chose. T'as des potes qui étaient avec toi à 15 ans, qui ont fait 15 ans d'équipe de France. Toi, t'es là, t'as rien fait. Donc, eux, ils ont peut-être compris des choses que toi, t'as pas compris. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'as pas compris? Et c'est en partant de cette question-là que j'ai commencé à creuser. Creuser le corps, comment fonctionne le corps, comment récupère le corps, comment optimiser ça. Et après, quand je comprends qu'il y a un mental, je me dis, mais en fait, c'est ça qui contrôle en fait, le corps. Et là, je me forme en préparation mentale. Et en me formant, je réalise qu'en fait, j'avais aucune idée en tant qu'athlète de méditation, de gestion de mes pensées, de langage interne, discours interne. Je comprenais rien de tout ça. Je ne maîtrisais pas mes émotions, je ne maîtrisais pas mes pensées, je ne faisais pas de visualisation. J'avais juste envie et j'y allais avec... Ouais, c'est ça. C'est qu'on a l'impression qu'avoir du mental, c'est juste être comme ça et avoir envie, avoir la dalle. Alors, si c'était ça, avoir du mental, j'aurais été très fort. Mais force est de constater que ce n'est pas ça. Mais c'est ouf à quel point, tu vois, les mots que tu emploies, donc on a eu 2 autres préparateurs mentaux, que ce soit Adrien et Nicolas, et ça peut grave faire penser à un truc un peu zen, méditation, un truc un peu chelou, tu vois, et que des sportifs qu'on peut côtoyer ou qu'on a côtoyé quand nous aussi on était jeunes, ils vont pas spécialement aller vers ça d'eux-mêmes parce que tu as l'impression d'être juste un fou assis en position du lotus. Exactement. Alors que c'est pas ça concrètement. Parce que c'est pas ancré. En fait, si c'est mis en place quand tu es jeune, ça devient une normalité. Exactement. Ouais. Juste que c'est pas encore ancré. Mais je te garantis que là, dans 4, 5, 10 ans maximum, ça deviendra la normalité pour nous d'avoir un préparateur mental. C'est les cycles, je pense, tu vois. Et là, on arrive dans le cycle où les gens captent, parce qu'on en parle un peu plus, les sportifs en parlent. On les éduque. Et ils disent, s'ils font ça, moi aussi je vais faire ça. Parce que je veux être comme eux. Exactement. Comme il y a des modèles, maintenant c'est plus simple. Un des modèles que j'adore, notamment dans le foot, j'espère que vous l'avez reconnu,
C'est quoi la célébration de Haaland? En tout cas, il l'a tenue pendant quelques temps. Ouais. Elle est comme ça, là, ouais. Ouais. Pour moi, ça, c'est la meilleure pub qu'on puisse faire. Haaland, qui marque des buts et qui se met en tailleur comme ça. Moi, je comprends même pas qu'après ça, moi, si j'avais 20 ans là, je vois ça, je suis footballeur, je me mets comme ça. Je réfléchis même pas, je me mets comme ça. Et donc, aujourd'hui, on a des athlètes, et encore une fois, grâce aux Jeux Olympiques aussi, qui en parlent. Teddy Riner, pour moi, c'est un ambassadeur de fou qui en parle. Beaucoup, ouais. Dans les années 2000, tout ça, qui en parlait? Il y a des très grands athlètes qui ont utilisé ces méthodes. Moi, j'ai étudié notamment en basket Michael Jordan, qui a utilisé ces méthodes depuis les années 90. Tu n'as jamais entendu Michael Jordan parler de ça. Il en a parlé, mais dans des cadres très précis. Kobe Bryant, qui pour moi est aujourd'hui une figure emblématique du sport mondial, qui lui en parlait à la fin de sa carrière, il en parlait réellement. Donc moi, je trouve que c'est un bonheur aujourd'hui pour la jeune génération de pouvoir rentrer dans quel que soit ton sport, mais ici, même si on parle du foot, de pouvoir travailler sur des choses que moi, même à 30 ans, je ne savais pas que ça existait. Donc on a vraiment aujourd'hui, on a une opportunité, c'est comme ça qu'il faut le voir, pour travailler de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde, beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale. Parce que sans ça, on ne peut pas emmener la performance là où on veut l'emmener. Ok. Et si on devrait vraiment te caractériser, toi, tu es préparateur mental et c'est quoi réellement ta spécialité? Parce qu'on va dire que ce n'est pas tout le monde qui a les connaissances que tu as actuellement. Moi, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de faire évoluer la manière dont je me vois. J'ai plus envie de me voir comme un coach holistique, un coach qui a une compréhension globale du corps humain et de la manière d'optimiser la performance de ce corps. Okay. Dans les champs mentaux, les champs émotionnels, physiques, dans la partie respiratoire et cellulaire. C'est-à-dire comprendre comment le corps fonctionne au niveau cellulaire pour l'emmener vers une meilleure performance. Donc vraiment, même avant tout ce qui est prépa physique, avant la prépa mentale, avant l'entraînement, quoi. C'est vraiment la préparation du corps, c'est du biohacking finalement. Exactement. Okay. C'est comprendre le potentiel humain. On a un potentiel, on a un corps, comment il fonctionne. Il fonctionne avec des cellules. Si on comprend comment fonctionne la cellule, on peut améliorer, optimiser le fonctionnement de ce corps. Donc c'est comme ça qu'on arrive à cette compréhension, cette vision holistique en intégrant tous ces éléments-là. Et là, on tombe sur des athlètes qui le font. Hein. Ce que je dis là, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Cristiano Ronaldo, il n'est pas arrivé à 37 ans. 39 là. 39 là, avec ce corps, parce qu'il applique, et pas depuis la semaine dernière, depuis 10 ans, 15 ans, des méthodos qui sont précises et qui l'emmènent à cette longévité. Et dans tous les sports, on le voit. Djokovic au tennis fait partie de la même caste. LeBron James fait partie de la même caste. On voit des athlètes qui ont des âges très avancés, qui sont toujours dans des niveaux de forme, d'énergie et de vitalité. La performance, c'est de l'énergie. Comment amener de l'énergie à un corps? C'est ça, améliorer la performance. Donc, mon travail au niveau cellulaire, c'est comprendre comment j'amène de l'énergie à ce corps. Okay. Et du coup, c'est quoi un peu ta méthode de travail? C'est quoi ton processus? Imaginons que moi, je suis un joueur de première ligue, je te contacte parce que je suis bon. Joueur de première ligue. Il vit son rêve. Là, je joue à dans quel club? Roleplay. Je joue à Tottenham. Ok, Tottenham. Je joue à Tottenham, je suis latéral droit, je suis bon, etc. Mais là, je suis français, mais je suis à la porte de l'équipe de France. Et je veux vraiment tout mettre en place pour y arriver. Je te contacte, c'est quoi un peu ton processus de travail avec les joueurs? Alors, la première chose qui est simple à faire, c'est faire un état des lieux. C'est comme quand tu vas visiter un appartement ou quoi que ce soit, il faut regarder déjà où tu es aujourd'hui. Un état des lieux sur tous les champs. Mentalement, je peux te questionner, échanger avec toi et je vais très vite savoir où tu en es. Quoi comme question exactement, par exemple? Non, c'est pas forcément des questions, ça peut être dans l'échange. Okay. Juste comment tu te présentes, comment tu parles de toi, comment tu tiens, quels mots tu utilises quand tu te caractérises, comment tu te vois. Okay. Demande à un joueur où tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans. Les mots qui vont sortir de sa bouche qualifient exactement tout ce qui se passe dans sa tête. Moi, j'ai des joueurs qui vont te dire, moi, dans 5 ans, je me vois là-bas, là. Et d'autres qui vont te dire, je ne sais pas, peut-être que... Ça ne veut pas dire que celui qui répond précisément, il va y être. Ça veut simplement dire qu'il a déjà réfléchi, il a déjà commencé à créer quelque chose dans cette direction-là. Bien entendu, s'il ne fait pas le travail qu'il a à faire, il n'y arrivera pas. Mais au moins, il a déjà commencé à poser la première pierre. Et cette première pierre, elle est dans notre tête. C'est là que ça commence. Donc là, on fait déjà un état des lieux, où il en est mentalement, ses pensées, ses croyances, comment il se voit, comment il se caractérise, l'image qu'il a de lui et l'image qu'il projette. Ensuite, émotionnellement, je vais questionner, comment ça se passe quand tu n'es pas bien, quand ça ne se passe pas bien comme tu veux sur le terrain, comment ça se passe quand tu as une mauvaise passe, quand tu as des... Et forcément, il va me répondre, j'ai tendance à m'énerver, je suis peut-être frustré, ça altère mon sommeil. Et là, on se rend compte que du coup, émotionnellement,
il y a peut-être des choses à travailler et puis ça va venir altérer son physique. Ok. Donc physiquement, peut-être, je dors mal. Par exemple, il y a des joueurs qui vont te dire, moi je dors mal parce que quand je suis stressé, ou avant un match, ou après le match, quand j'ai fait un mauvais match, je dors mal. Du coup, on voit que ça a un impact au niveau physique. Parce qu'il récupère moins bien. Parce qu'il récupère moins. Et après, tout est lié. Ok. Donc tout va s'enchaîner. Et après, au niveau cellulaire, moi, je vais questionner quelles sont tes routines. Comment tu bois, comment tu t'hydrates, comment tu manges, qu'est-ce que tu manges. Et donc on va questionner ça. Et après, moi, j'ai une image, encore une fois, à peu près plutôt claire de là où il en est aujourd'hui. Maintenant, j'ai besoin de lui pour savoir où il veut aller. Moi, je me considère comme un taxi. Et si tu ne me dis pas l'adresse précise de là où tu vas, il y a des joueurs qui vont te dire je veux être sportif de haut niveau. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire où, quand? C'est pour ça, même là, tout à l'heure, tu dis tu veux être un joueur de première ligue. Ok, mais dans quel club? Tu m'as dit Tottenham latéral droit, c'est clair. Tu vois, là, je t'ai dit ok, maintenant, on va essayer d'aller. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais au moins, on va travailler pour être latéral droit à Tottenham. Je préfère quelqu'un qui me dit ça que quelqu'un qui me dit moi, j'aimerais être joueur pro. Mais tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est la réponse systématique de tous les jeunes qui nous envoient des DM ou quoi. C'est quoi ton objectif? Je veux être joueur professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et pire, mentalement, ce n'est pas un objectif chiffrable, réalisable, tangible. On ne peut pas travailler avec ça. Donc, s'il y a quelque chose à dire à tous les joueurs qui peuvent regarder ce podcast, dire je veux être joueur professionnel, ça ne veut rien dire. Être un joueur professionnel, c'est beaucoup plus que ça et ça demande un travail qui est juste monstrueux. Et il faut une réelle marche à suivre pour arriver à ce step-là. Exactement. Mais franchement, par ce schéma-là, ce que j'aimerais déjà faire comprendre, c'est que le corps, notre système, il a un mode d'emploi en fait. Et moi, en tant que joueur, en tant qu'athlète, comme beaucoup d'autres, je n'ai pas réussi à atteindre mon plein potentiel parce que personne ne m'a donné le mode d'emploi. Aujourd'hui, je ne prétends pas avoir le mode d'emploi, mais je pense que j'ai quelques éléments qui sont quand même essentiels pour permettre à un athlète de partir d'un point A à un point B en direction de son objectif. Après, je pense que, désolé de te couper, en réalité, tu vois, même si un athlète, il vient de te voir, tu vois, par exemple, son potentiel à lui, ça va être potentiellement d'être en Ligue 2. Donc, ça va être son maximum. Mais au moins, toi, tu pourras le ramener jusqu'à la Ligue 2. Il y aura un autre joueur, son potentiel, ça va être quoi? Ligue des Champions. Tu vas pouvoir l'amener à la Ligue des Champions. En fait, c'est pas parce que, par exemple, vous allez voir un spécialiste de la performance, que ce soit physique, technique, tactique ou même mentale, que vous allez forcément atteindre le niveau pro. Vous allez juste maximiser votre potentiel à vous. C'est vraiment ça la nuance à comprendre. C'est très bien de faire cette nuance parce que c'est clairement ça. On n'a pas tous le même potentiel. On n'est pas tous faits pour être joueurs de Champions League. On n'est pas tous faits pour être attaquant de Champions League. Peut-être que toi, tu veux être arrière droit, mais tu seras... Je serais pas tout simplement dans ce club, quoi. Non, ou pas. Ou peut-être que ton poste à Tottenham, ça ne sera pas arrière droit et que tu seras meilleur dans un autre poste. Et toi, aujourd'hui, tu as ça comme objectif. Ouais, de ouf. Alors qu'en fait, un coach, il va t'attraper, il va te dire, en fait, tu sais quoi, si tu étais à ce poste-là, tu serais... Et en fait, ça change un peu ta trajectoire. Mais en réalité, c'est soit tu acceptes d'être à ce poste et tu pourras jouer à Tottenham. L'exemple Kamavinga, l'exemple de Kamavinga, typiquement. Tu es obligé de te réajuster. Tu es obligé de te réajuster, tu travailles d'autres qualités. Et ça n'empêche pas d'atteindre, regarde, aujourd'hui. Voilà, tu vois. Qui peut contester là? Bien sûr. Clairement. Donc, attends, c'est cool. Et du coup, j'aimerais savoir, toi, tu préfères travailler avec des athlètes de quel sport? Plutôt foot, plutôt basket, plutôt d'autres sports que tu as Et pour compléter ta question, est-ce que ça change réellement la façon de travailler, le sport que le joueur pratique? Quand j'ai commencé, ayant été majoritairement basketteur, je voulais travailler qu'avec des basketteurs. Avec l'expérience, tu te rends compte que ça ne change vraiment rien. Parce qu'on a tous une tête, on a 2 bras, 2 jambes, on a tous un fonctionnement mental, un fonctionnement émotionnel, on a tous un corps. Alors après, les efforts sont différents quand tu es footballeur, que quand tu es handballeur, quand tu es rugbyman, mais en réalité, c'est la même chose. Et au niveau cellulaire, pour le coup, on est tous pareils. Donc, pour moi, ça ne change rien aujourd'hui parce que je sais comment aborder la performance et l'humain derrière la performance. Okay. Après, franchement, il n'y a pas de... Par contre, il faut des personnes qui ont envie de travailler. Réellement, qui sont déterminés, qui ont envie de mettre en place des choses, qui sont prêts à investir sur elles-mêmes et prêts à faire le travail, parce que ce n'est pas le tout d'investir, après il y a un travail à mettre en place, pour atteindre leurs objectifs. C'est que ça vient d'eux à la base, quoi. C'est que tu n'es pas un magicien. Ah non. Et cette énergie de base, c'est le client qui l'emmène. Si on ne vient pas avec cette énergie-là, moi je ne peux pas l'emmener. Ouais, tu me parlais tout à l'heure en off, tout à l'heure on parlait d'un joueur d'un club anglais, que de 17 ans, un des meilleurs clubs anglais, etc. Le gars, il a juste pas envie de travailler. Genre,
Imagine, tu es dans un des meilleurs clubs, Ouais. tu as 17 ans et Mm. tu veux juste pas bosser parce que c'est ton agent qui t'a dit bah, prends ce mec et va bosser avec lui. Ça, je pense que la démarche, elle est pas bonne. Bah si oui. ça vient pas de l'athlète, c'est que ça sera jamais bien perçu par lui, tu vois. Mm. Il va dire, ouais, flemme, c'est comme si j'avais des devoirs à faire. C'est ça. Parce que si c'est l'athlète, là, directement, même le coach va beaucoup plus kiffer travailler avec lui. Bah, parce c'est que sûr. c'est kiffant de travailler avec un athlète qui Ah, mais veut ça mettre des n'a choses en rien à place. voir. Tu Ça vois. n'a rien à voir. En termes d'énergie, Mm. moi, tu peux me faire x10 si je te vois, toi, Exactement. motivé. Bah oui, bah oui. Je Ouais. te vois, toi, arriver en séance comme ça. Bonjour. Ouais. Ouais, non, c'est pas- Ouais, Ah oui, non, mais c'est non. Ouais, ça a été ta semaine, ouais. T'es fatigué, ouais. Non, Mm. ouais. Oh, moi, ça y est. Au bout de Bah 3 oui. minutes, oh, Attends, t'en peux plus. Mais en plus, et ça va avec le fait, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, c'est qu'on est tous tirés par l'énergie des autres. Enfin, au final, on fait rien sans Ouais, la de personne qui est à bien côté. sûr. Quoi. Ouais. Et du coup, j'aimerais que tu fasses un petit peu rêver les gens. C'est important. Du coup, est-ce que tu peux dire un peu avec quel, pas forcément des noms d'athlètes, hein, mais avec quel type d'athlète, de niveau, avec qui t'as travaillé, pardon. J'ai travaillé avec un joueur NBA, j'ai travaillé avec plusieurs joueurs de Première Ligue, des joueurs de Liga espagnole, de Liga portugaise. J'ai travaillé avec des joueurs de Ligue 1. J'ai pas travaillé avec des joueurs en dessous de la Ligue 1. Après, j'ai travaillé avec des jeunes. Ça m'est arrivé ponctuellement de travailler avec des jeunes quand les parents voulaient investir dans ce travail. Après, je travaille avec des boxeurs, je travaille avec des gens qui font du MMA, que je ne citerai pas. Encore une fois, tous ces athlètes-là sont reliés par l'acte de respirer. Quand j'ai commencé à accompagner autour de la respiration, j'ai commencé à avoir des athlètes qui venaient de partout. Aujourd'hui, on respire tous. Et à l'effort, on a tous besoin de savoir contrôler, maîtriser cet effort, maîtriser cette respiration. Et donc, en réalité, quand tu amènes un athlète à mieux maîtriser sa respiration, il apprend à mieux se contrôler, mieux maîtriser son corps et ses efforts, donc sa performance. C'est quoi le meilleur avant-après que tu as eu, par exemple, avec un athlète, peu importe le sport? Ah, ça, c'est une bonne question. Il y en a un que je ne peux pas citer. C'est dommage parce que c'est un magnifique avant-après. Il y en a un que je cite beaucoup. Alors, ce n'était pas un athlète pro, c'était un runner, un coureur, qui est venu me voir, qui me disait j'ai des difficultés à respirer. En tout cas, je ne contrôle pas ma respiration à l'effort quand je cours. Donc, il courait son 10 km en 1 heure. Voilà. On a travaillé pendant 1 mois. Donc, il a fait 15 minutes de travail tous les jours. 1 mois plus tard, il est retourné courir et il a fait son 10 km en 48 minutes. 48, c'est un bon temps. C'est-à-dire qu'il a battu de 12 minutes. C'est énorme. C'est pas 30 secondes ou 12 minutes. Il m'a dit qu'il courait, il a l'impression que, comme Usain Bolt, les bras écartés. Et cette sensation de liberté alors que tu es en train de courir un 10 km, il n'avait jamais ressenti ça. Pour moi, c'est l'un des premiers à avoir eu un delta en 1 mois. Pas en 6 mois, 1 an. En 1 mois de travail. Alors par contre, pour le coup, lui, il était assidu. Ouais. Tous les jours, il a fait ses 20 minutes, il m'envoyait des vidéos, des tableaux. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Je me disais, oh, putain, lui, il est motivé, déterminé. Encore une fois, moi, j'amène le contenu, mais lui, il a emmené la détermination, l'envie, la discipline, parce qu'il n'avait pas de dimanche, hein, il ne s'est pas arrêté les dimanches ou les samedis. Il a fait ça tous les jours. Il est reparti courir 1 mois après. Il m'a dit, mais dingue. Donc, ça lui a qualifié à des courses qu'il n'avait pas prévues. Et du coup, derrière, il me dit, mais franchement, ça a changé complètement ma manière de voir ma performance. Et du coup, est-ce que tu as un exemple type de travail que tu mets en place avec des athlètes par rapport à la respiration? Ouais. Et quelque chose, par exemple, que nous, aujourd'hui, on a une audience, sincèrement, qui est quand même assez jeune. Ouais. Et on a des joueurs qui jouent en régional, quelques-uns en national, national 3, national 2, etc. Un truc qui est possible de faire, peut-être sans matériel, ou pour un mec qui n'y connaît rien, absolument rien, tu vois. Pas un sportif de haut niveau comme avec qui tu as pu travailler. Vraiment, comme dit Wesley, peut-être pas un exercice ou une routine, mais un truc, déjà commencer à faire ça, et après, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour la suite. Il y a une chose très simple il faut faire exploser un mythe, c'est l'utilisation de la bonne voie respiratoire. Okay. Toi, tu es préparateur physique, Wes. Quand tu cours, tu respires par quelle voie respiratoire? Moi, j'ai par le nez. Quand tu cours? Quand je cours? Quand tu sprintes, par exemple? Je respire. Ouais. Comment j'amène l'oxygène à mes muscles? Oui. Par le nez. Quand tu sprintes? Quand je sprinte? Ça m'étonnerait beaucoup que ton nez soit encore en présence quand tu sprintes. Ah, c'est un petit peu. Hein. Non, moi, je suis pas comme ça. Je pense que même en sprint bien. Moi, je suis comme ça. Non, ouais, moi, je respire par la bouche. Parce qu'en réalité, quand tu regardes, et ça n'a rien à voir avec les niveaux, même les athlètes, les sportifs les plus fit ou les plus
À l'effort, on ouvre la bouche. Oui, on Au ouvre. bout, c'est ça. Oui, C'est ça. t'es obligé. On ouvre la bouche au bout d'1 minute à 2 minutes. Tout le monde va ouvrir la bouche pour continuer à faire cet effort. Et en réalité, c'est là que commence le premier dérèglement respiratoire. Le fait d'ouvrir la bouche, on va venir en réalité limiter l'oxygénation. Il y a moins d'oxygène qui va arriver aux muscles et donc on va s'essouffler plus vite, de plus en plus vite, jusqu'à devoir arrêter l'effort si on continue à courir à trop grande vitesse. Ah, tu m'as fait peur. Je pensais que j'avais tort de respirer par le nez, en fait. Non, Ah non, c'est pas ce qu'il faut tort, faire, ouais. c'est la bonne chose, Ouais. mais très peu de Oui. personnes Ouais. à l'effort respirent par le nez. C'est pour ça qu'on voit Haaland faire des photos avec un scotch sur la bouche. Exactement. C'est pour ça que maintenant, on voit des athlètes de très haut niveau qui vont se tape, comme on dit en anglais, c'est-à-dire se mettre un patch sur la bouche pour les empêcher. Parce que des fois, tu veux essayer de respirer par le nez, mais tu finis par ouvrir la bouche quand même. Là, avec le tape, tu es obligé de rester la bouche fermée. Si tu as vraiment besoin de respirer, tu l'enlèves et tu respires. Et notamment pour travailler, le tips que notamment dont parlait Haaland, c'est d'utiliser ce tape pendant la nuit pour ne pas commencer à faire quelque chose qui soit trop perturbant. En fait, tu mets ce tape et tu dors avec la bouche fermée ou avec un scotch, c'est un tape sur la bouche. Et donc, ton corps s'habitue à respirer de manière fonctionnelle pendant la nuit. Et donc, quand tu vas te réveiller le lendemain matin, tu l'enlèves et tu vois comment tu te sens. Tu n'as aucune différence de qualité de sommeil, C'est etc. ce que je dis. Tu vois comment tu te sens. Ah, tu vois. Parce qu'il y en a qui vont se réveiller le lendemain. C'était horrible, c'était trop dur, machin, j'ai transpiré, machin. Parce que ça veut dire que leur respiration était dysfonctionnelle pendant la nuit. Et donc là, en fait, on a forcé le corps à faire quelque chose qui était très dur. Il y en a qui ne vont pas finir la nuit. Il y en a Ouais. au bout de 2 heures dans la nuit, ils vont l'enlever parce qu'ils n'y arriveront pas. Ça veut dire que si tu es un athlète, si tu es dans ce cas-là, ça veut dire que déjà, tu Tu sais que c'est tu un, sais déjà que c'est là, un t'es déjà, diagnostic qui est... voilà. Si Ok. tu dois te mettre une note sur 20, tu es déjà à 6 sur 20. Parce que la nuit, tu n'as déjà pas une respiration. Pour le coup, c'est très simple à mettre en place. Ça, là. Ça, c'est pour le coup, c'est très simple. Et tu n'es même pas obligé d'acheter les tapes, parce qu'aujourd'hui, les tapes, ça s'achète. Mais j'en ai encore recommandé là, c'est 25 € la boîte de 30, un truc comme ça. C'est pas un prix fou. Mais même sans, moi, il y a des gens qui l'ont fait sans. Tu peux mettre un scotch. Si vraiment tu as un scotch à la maison, tu as un scotch, tu le mets sur ta bouche. Quand tu te couches, tu vas très vite le voir. Si le lendemain matin, tu te réveilles et que tu es plein d'énergie, tu te sens bien, tu es en forme, tu es en mode peps, c'est-à-dire que ton corps était vraiment en mode, OK, grâce au fait que tu as respiré par le nez pendant la nuit, tu vas retrouver de l'énergie. Donc, le lendemain, tu vas être plein d'énergie. Et c'est En fait, absolument pas dangereux. Non, il n'y a vraiment pas de danger. Après, c'est dangereux si tu faisais de l'apnée du sommeil, si tu avais vraiment un dérèglement respiratoire de nuit qui était déjà très marqué. Là, il ne faut pas commencer par faire ça parce que ça peut être dangereux. Dangereux entre guillemets, non, parce qu'en fait, tu vas juste vouloir enlever et tu vas l'enlever. Tu ne vas jamais passer la nuit avec. Par contre, moi, j'ai vu des changements dingues. En 2-3 nuits, parce qu'en fait, il faut le tester comme ça. Pendant 2-3 nuits, voire une semaine, tu vas te dire, je vais mettre tous les soirs le tape. Ben, tu te lèves une semaine après, tu es plein d'énergie dès le matin. Parce qu'en fait, ton corps fait réellement de la récupération pendant la nuit. Avant ça, il ne pouvait pas récupérer. Tu respirais n'importe comment. Le corps ne peut pas récupérer s'il ne s'oxygène pas correctement. Oxygénation, c'est-à-dire assimiler de l'oxygène, c'est comme ça qu'il récupère. Donc, si tu respires n'importe comment et qu'il n'assimile pas assez d'oxygène, tu ne peux pas récupérer. En tout cas, pas de manière optimale. Et donc, tu es fatigué, courbature, douleur le matin, tu pars à l'entraînement, tu reviens le soir, tu dors mal, tu repars à l'entraînement. 3 semaines plus tard, 3 mois plus tard, Blessure. voilà. C'est ça, en fait. C'est exactement ce qui m'est arrivé, sauf que je ne comprenais pas tout ça, moi. Et donc, c'est pour ça que je me blessais encore et encore. Je dis, mais putain, pourtant, je m'entraîne, je suis au taquet. Mais oui, mais je devais avoir une respiration dysfonctionnelle de jour et de nuit. J'ai une autre question là, pour revenir un peu sur la partie mentale. Est-ce qu'avec tous les athlètes de haut niveau que tu as travaillé, est-ce que tu penses que l'athlète de haut niveau doit être arrogant? Est-ce que tu penses qu'il doit être un peu égocentrique? Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il faut faire attention aux termes. Arrogant, j'aurais pas dit ça comme ça, mais en fait, la posture qu'il doit avoir, elle doit être centrée sur lui-même. Elle doit être égocentrée, pas égocentrique. Parce que tu dois te mettre au centre de ta propre performance. Ça, c'est une posture mentale qui fait que tu peux atteindre tous les objectifs. Je suis le créateur de ma performance, je suis celui qui prend le contrôle de mon système pour arriver à la performance. Donc forcément, si je fais ça 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, à un moment donné, j'ai l'impression d'être tout puissant. Mais dans mon monde, sauf que comme dans mon monde, j'imagine que je suis le meilleur, ça peut se retranscrire comme, entre guillemets, de l'arrogance ou des choses comme ça. Mais en réalité, c'est le moyen le plus direct pour arriver à des hauts niveaux de performance. Oui, parce que c'est vrai que c'est un point commun qui est vrai. Enfin, la plupart des très on peut les hauts citer, niveaux, Zlatan. oui. Mais tu es obligé de te mettre au centre en fait, de la performance. Parce que sinon, tu
ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y arriver sans, ça veut juste dire que c'est un moyen très direct de permettre de te pousser vers l'avant. Parce qu'en fait, un athlète qui va vers sa performance, vers son plein potentiel, il se fait avancer lui-même. Il se pousse vers l'avant. Sauf que tu dois prendre les rênes de ton propre mécanisme. Parce que ton propre mécanisme de base, il t'empêche. Il a envie de dormir, il n'a pas envie de se lever le matin, il n'a pas envie d'aller courir, il n'a pas envie de faire du travail extra. Sauf que ça, tu dois te forcer à faire ces choses-là. Donc, à un moment donné, ça te fait penser que tu es tout puissant, tu es ci, tu es ça, mais c'est comme ça que tu arrives à des hauts niveaux de performance. Ok. Ça paraît logique au final. Parce que tu te mets au centre de ton propre monde. Donc au final, l'aura que tu projettes sur les autres, c'est un mec ou une meuf qui, pas qui est surpuissant, mais qui se sent en tout cas tout puissant et capable de tout, quoi. Exactement. Mbappé en parle pas mal. Il a des vidéos là-dessus où il disait que très tôt, il a commencé à se sentir le meilleur, ou quel que soit l'environnement dans lequel il était. Et même quand il jouait avec Neymar et Messi, il disait qu'il était le meilleur. Mais tu es obligé de penser comme ça. Si tu commences à être dans un environnement et à penser que tu n'es pas le meilleur, que t'es le petit, en fait, ton potentiel ne va pas pouvoir s'exprimer. Moi, je sais, pour le coup, j'étais vraiment comme ça. Je regardais toujours les autres comme étant meilleurs que moi, où que je sois. Parce que j'avais une image de moi qui était toute petite. Et il y a énormément d'athlètes qui ont énormément de potentiel, mais qui ont une image d'eux qui est petite. Et donc, ils vont se voir petits et peuvent passer à côté d'un match, d'une performance qui peut être extraordinaire, parce qu'ils ont une image d'eux qui est petite. Et comment tu fais pour avoir une image de toi qui est moins petite, justement, ou qui est plus grande? Ça passe par quoi? Exactement, ça se construit. Ça se construit par déjà créer une pensée directrice, une pensée racine qui définit qui tu veux être. En gros, le point A, c'est moi là. Le point B, qu'est-ce que je veux être? Je veux être... Moi, c'est comme ça que j'ai construit toute ma carrière de coach. Parce que quand j'ai commencé ma carrière de coach, j'ai découvert la préparation mentale. Donc, je me suis défini comme étant le meilleur coach en France de préparation mentale. Et aujourd'hui, je suis le premier coach à avoir réalisé certaines choses qu'aucun autre coach en préparation mentale n'a réalisé. Donc, c'est parce que j'ai construit cette image-là depuis le temps que j'ai réussi à le faire. Donc, c'est ce que j'entraîne les athlètes à faire. Ouais, c'est la loi de l'attraction un peu, c'est ça? Ça en fait partie. Mais c'est de comprendre que pour réaliser un objectif, je dois changer qui je suis. La personne qui va réaliser l'objectif, ce n'est pas moi. Oui. Donc là, aujourd'hui, on est en septembre 2024. Si je veux atteindre un objectif en mai 2025, celui qui va être en mai 2025 qui atteindra cet objectif, ce n'est pas moi. C'est la version future de moi dans laquelle je dois m'incarner, je dois être, je dois penser et revenir maintenant et l'appliquer maintenant. Et tu dois limite changer de personnalité. Changement identitaire, ce que j'allais dire. C'est un changement identitaire. Ouais. En fait, c'est un changement identitaire qui est léger parce qu'en fait, c'est toujours toi. Mais c'est juste la version de toi qui a plus de conscience, plus de discipline, plus de capacité de performer, de s'entraîner. Cette version de toi, peut-être qu'elle se lève à 6 h du matin tous les jours. Toi, aujourd'hui, tu te lèves à 8 h. Cette version de toi, elle lève à 6 h. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Commence à te lever à 6 h. Est-ce que ça va être facile? Non. Au début, non. Mais au bout de 3 semaines, 21 jours, au bout de 3 mois, au bout de 90 jours, tu vas te rendre compte, effet cumulé, tu vas te sentir mieux, machin. Et quand tu vas arriver en mai, tu te lèveras à 6 h du matin depuis tu mangeras mieux. En fait, tu dois incarner cette version de toi qui va réussir tout ça. Et qui n'existe pas encore à l'heure actuelle. Qui n'existe pas encore à l'heure actuelle. Ça, c'est fou parce que je ne vais pas dire que c'est du mystique, mais c'est presque. Enfin, on n'est pas dans du mystique, mais c'est vraiment, tu dois t'imaginer quelque chose qui n'est pas vrai et le prendre en pleine conscience que ça va arriver. Mais par contre, il y a un élément qui va faire que ça va fonctionner ou pas, c'est si tu agis en tant que tel au quotidien. C'est juste ça en fait. Si tu ne fais pas, c'est mort. Il faut comprendre d'où ça part. Ça part de l'imaginaire. Je crée cette image. Ensuite, je dois ressentir l'émotion de ce que je ressentirais quand je serais là-bas. Imaginons, c'est d'être champion. Je dis n'importe quoi, d'être champion de Ligue 2. Enfin, alors, c'est compliqué dans un environnement sport-co, parce que là, je parle, c'est individuel. Mais imaginons que tu es un tennisman, un sport individuel, et tu as vraiment une maîtrise sur ta capacité à gagner le championnat ou un titre, quel qu'il soit. Je me vois réaliser ce titre, donc j'imagine que je réalise. Je crée l'émotion de qu'est-ce que je vais ressentir quand je vais réaliser ça. Imaginons, c'est la joie, l'excitation. Ok, ces émotions-là, je les prends et je les ramène dans le moment présent. Je suis excité maintenant de ce que je vais gagner après et de cette émotion, je crée le chemin que je vais avoir. Peut-être que je vais aller à l'entraînement, peut-être que je vais manger plus sainement, et là, je pose les actions qui doivent m'emmener à réaliser cet objectif.
Donc, il faut que tu aies les 3 éléments. Il y en a qui se disent, ah ouais, il faut juste penser positif ou imaginer. Ouais, mais non, si tu fais pas le reste, il se passe rien. Ouais, c'est ça. Et pareil, il y en a beaucoup que moi je vois qui viennent en mode, vas-y, to-do list, demain je me lève à 6h, je vais à la muscu, je fais ci, je fais ça, mais ils n'ont pas la vision, Non. ils n'ont pas le ressenti. Et du coup, Ça pareil, fonctionne pas. ça fonctionne pas. C'est juste de la motivation. Quoi. Exactement. Donc, tu dois comprendre les différents éléments et les mettre en place. Par contre, quand tu le fais, moi, j'ai réussi, notamment dans l'année 2019 où j'ai vraiment charbonné dans tous ces éléments-là, je suis passé de 50 € de l'heure à 5 000 € de l'heure. Sympa. Dans la même année, je me rappelle, janvier 2019, parce que moi, en janvier, je me fais toujours en mode recette et tout. J'étais là chez moi en mode, vas-y, 50 € de l'heure, je galère, j'arrive pas à... Enfin, j'essayais, tu vois, mais... Et j'ai décidé que j'allais, dans ma tête, créer la vision de moi, successful, qui a des gros clients. Tu vois, j'étais vraiment... Ouais. Dans la même année, mais j'ai coaché tellement de joueurs, des athlètes qui venaient à moi parce que je passais mes journées, mes machins, mes soirées. Je me visualisais, je me voyais et je faisais exactement ce que je devais faire pour être ce coach. Et tu croyais sincèrement, du coup, Ah, à mais cette vision. sincèrement, parce qu'il faut y croire. Parce que de toute façon, si tu n'y crois pas, ça ne se passe pas. Mais genre. c'est ça. Mais C'est- je vais parler d'un truc un peu perso là de moi. Il y a quelques, quand j'étais encore footeux, j'avais ce même truc. Je faisais beaucoup de visualisation, mais j'y croyais pas. Oui, En gros, je visualisais le truc, mais tu... et après je me disais non arrête, Tu sais comme ça. comment je sais que tu n'y crois pas? Comment? Si tu n'as pas l'émotion. Ok. L'émotion t'indique que tu y crois ou tu n'y crois pas. Retenez bien ça. Si je visualise, là, visualisez n'importe quel objectif que vous voulez. Moi, il y en a un que j'ai en tête depuis des années. Je vous le partage ou pas? Vas-y. Ouais, C'est moi assis. Là, je le revois parce que je l'ai fait des centaines de fois. Hein. Moi assis dans mon fauteuil en costard au Ballon d'Or. Ah, Et mon joueur, c'est celui qui est là-haut. ok. D'accord. Ok. Cette image-là, ça fait des années que je la crée. Et je vais y arriver. Donc, un jour, ne vous inquiétez pas, je serai assis je nous dans prends la des salle. orbites, hein. Voilà, ça se trouve, ça sera dans 10 ans, je m'en fous. Je serai dans la salle avec un mec, oh, le Ballon d'Or de cette année. Et moi, je serai là, oui, mon gars, c'est toi. OK? Donc, cette image-là, je la vois. Sauf que quand je la vois, là tu vois, par exemple, il y a les larmes qui peuvent venir. Pourquoi les larmes? Parce que ça se trouve, ça fait L'émotion. 15 ans. L'émotion, c'est que ça fait 15 ans que je la vois, cette image. C'est que je travaille pour ça, je veux ça, je vais chercher. Je me suis planté des dizaines de fois avec plein d'athlètes, mais lui, ça sera mon gars. Je vais l'accompagner au bout, il va tout exploser. Là, j'ai la sensation, j'ai l'émotion, j'y suis. Et c'est pour ça que ça va se réaliser. Mais il y a un livre qui traduit tout ça, là, c'est La clé du succès limité. C'est exactement ça. Exactement. Et ça traduit exactement. En fait, c'est étape par étape. Pour atteindre un objectif, il faut que tu penses à ça, il faut que tu Tu visualises. Il l'imagines. faut que tu crées l'émotion, Ouais. tu mets les choses en place et petit à petit, ça le vient. Et après, il faut le faire dans le physique. C'est-à-dire que Exactement. tu peux faire ça et après il faut charbonner. Oui, Il faut bien quand sûr, même ouais. aller Ouais, bien sûr. à poser les actions. Ouais. C'est-à-dire que la question, c'est, OK, cet accompagnant-là, cet encadrant-là, ce coach-là, quelle est sa posture? Comment il parle? Comment il se tient? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Pourquoi? Comment? Quel est son entourage? Toutes ces questions-là sont essentielles. Si aujourd'hui, je reste dans mon petit 2 pièces et je fais rien de tout ça et que j'imagine mon truc, mais il se passera rien. À un moment donné, je dois aussi sortir et poser les actions qui m'emmènent en direction de ce que ferait cette version de moi. Et c'est l'émotion qui va te permettre de faire ces actions, du coup. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle une action inspirée. Inspired action, disent les Américains. Parce que c'est inspiré par l'émotion que tu ressens. Beaucoup de gens font de la visualisation et restent dans le « Oh, j'imagine ça ». Ouais, mais tu n'as rien fait en fait là. Tu as juste commencé l'exercice, mais tu n'as pas ancré l'exercice dans la réalité. Pour l'ancrer, il faut que tu ressentes l'émotion. Et il y en a pas mal qui vont essayer et ils ne vont pas ressentir d'émotion. Et donc, ils me disent, ouais, mais moi, quand je visualise, je ne ressens pas d'émotion. Ça veut dire que ton subconscient n'est pas prêt à accepter ce que tu es en C'est train ça, de lui dire. exactement. Il n'y croit pas, en fait. Il n'y croit pas. Ouais. En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'y crois pas. Et c'est pas grave, hein. Mm. Parce que tu peux visualiser un truc de ouf et tu n'y crois pas. Ça veut juste dire quoi? Qu'il faut que tu continues et encore et encore. C'est comme la muscu. Tu te lèves le matin, tu continues à voir ton film. Tu continues à... Et tu n'as pas besoin de passer dans le mode action tant que tu n'y crois pas, en fait. Parce que l'action va venir quand tu vas être inspiré par l'émotion. Si tu n'as pas l'émotion, tu ne peux pas passer à l'action. Donc en réalité, tu peux passer des mois juste à voir cet objectif-là, le voir, à continuer à le voir, à le nourrir, comme un jardin que tu arroses une petite graine que tu as mis dans le sol. Au début, quand tu as mis la graine, elle ne sort pas tout de Non. suite. Par contre, tous les jours, toi, tu viens faire ton taf, de l'arroser. Et à un moment donné, elle va sortir un peu du sol, après elle va grandir, après elle va grandir. Donc notre travail est là-dessus. Comprendre comment notre corps fonctionne. D'abord, j'ai mis l'image, je ressens l'émotion, et ensuite, je charbonne quand je suis inspiré par l'émotion. Dans cette émotion-là, tu peux faire des choses complètement dingues. C'est ouf, parce que là, je suis en train de réfléchir un peu à des exemples de ça. Et quand tu regardes tous les documentaires Netflix qu'on aime tous regarder,
McGregor, quand sur son documentaire, quand il est rien avec sa T'as copine vu dans ça son petit... Ouais, Le j'adore gars, cet il exemple. sait que il y Et sera. il lui dit Oui, sa meuf, on tu va vas y voir, être, machin. t'inquiète. Et sa meuf, ils sont là dans un même pas deux pièces, Même dans pas. un studio. Un et studio tout. dégueu. Et il est déjà déterminé. Il est là-bas, il en parle, il a l'émotion. D'ailleurs, tu le vois dans la passion. Parce que l'émotion, tu peux le revoir aussi quand je te parle d'un truc et je suis hyper passionné alors que je suis personne. Tu vois. Là, tu vois la passion. Tu sais que là, lui, moi, si je sens ça chez un joueur de 15 ans, je peux tout arrêter pour l'accompagner. Parce que je sais qu'il est prêt à réaliser ce qu'il doit réaliser dans le physique. Tant que tu n'es pas prêt à réaliser ce que tu as dans le physique, ça veut dire que tu es encore bloqué entre l'émotionnel et le mental. Et donc, c'est là-haut qu'il faut travailler. Mais ça, c'est vrai. Mais même moi, par exemple, pour ma vie perso aussi, ma mère elle m'a toujours dit, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dit, Wesley, genre, je sais que j'aurai un succès. Petit, hein, genre 4-5 ans, c'est toujours été encore moi. Wesley, il fera un truc. J'ai toujours dit, en mode. Toi, tu l'as dit ou on disait de toi? Je me le disais Toi, moi-même. J'étais petit, c'était ancré en moi, tu vois. Et en grandissant, ça s'est nourri, ça s'est nourri, ça s'est nourri. Et en fait, à force, je pense, j'ai accepté cette identité qui a fait que j'ai mis des choses en place et qui fait que ça commence à bien fonctionner, tu vois, sur mon chemin en tout cas. Mais j'ai toujours été comme ça. Maintenant, ma mère, elle me dit, mais tu sais que quand tu avais 6, 7, 8 ans, tu pourrais être déjà comme ça. Hein. Je dis, mais c'est pas possible, j'avais pas cette conscience, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est vraiment un truc identitaire. Il faut accepter l'identité et après, ça vient petit à petit. Tu te sentais déjà différent. J'ai le même truc. J'ai le même truc que je me suis toujours senti à part ça, des autres. Vraiment un truc où les gens réfléchissent pas pareil. Je vais pas dire que j'ai l'impression d'être plus intelligent, c'est pas du tout ça, mais c'est juste différent. C'est autre chose, tu vois. C'est ça. Et j'ai pas les mêmes envies, j'ai pas les mêmes trucs. Et ouais, c'est un truc, c'est inné. J'ai l'impression que c'est depuis qu'on est tout petit. C'est ancré. Mais après, il faut aussi comprendre que même quand on n'a pas ça depuis qu'on est tout petit, on peut le créer. On peut le créer. Et aujourd'hui, tu peux te dire, ouais, bah moi j'ai toujours été en mode comme tout le monde, machin. Mais aujourd'hui, je peux créer complètement. Et c'est en ça que je dis souvent à des athlètes, et ici je veux vraiment que vous m'entendiez, on peut créer ce qu'on veut. On n'a pas de limite. Alors, si tu as 37 ans et que tu veux être en Champions League alors que tu joues en D3, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, il y a une réalité aussi terrain qui est possible. Mais le gamin qui a 8 ans aujourd'hui et qui veut être en Champions League, lui, pour le coup, il a des 10 ans, qui a 13 ans, il a 10 ans, 15 ans devant lui pour faire ça. Tout va dépendre de son potentiel après, mais ouais, c'est... Tout dépendra de son potentiel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va, en voulant atteindre cet objectif, même s'il est plus haut que son potentiel, il va maximiser son potentiel. Donc peut-être qu'il n'arrivera pas en Champions League, mais il va faire une carrière de Ligue 1. Alors, c'est mieux que de peut-être juste finir en N3 parce qu'en fait, il n'a pas exprimé son plein potentiel. En fait, c'est ça. Et en fait, en réalité, en utilisant ces méthodes-là, tu maximises tout ce que tu as en toi. Et après, ça va encore un peu plus loin, mais je pense réellement que notre potentiel, il n'est pas limité. On a tous un potentiel. On est quoi, c'est quoi, c'est 10% du cerveau humain? Ouais, on utilise très peu de notre cerveau parce qu'encore une fois, on ne comprend pas et on ne maîtrise pas tous ces aspects. Parce que après, ça, c'est faux, ça. J'ai fait ça dans Sans Permission. C'est Oussama ou Yomi qui a dit ça? Yomi. Oui. Yomi. Et je pense que c'est vrai. Tu connais comment eux, ils sont pointus dans les stades. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y a un des athlètes avec qui tu as travaillé qui t'a vraiment choqué dans tout ce qu'il mettait en place au quotidien pour y arriver? Et du coup, à quel niveau il jouait, etc. C'était un joueur du Real de Madrid que je trouve qui est toujours très organisé, très discipliné, très précis dans ce qu'il fait, dans ses accompagnements, dans toutes les personnes qu'il met autour de lui. Donc pour moi, c'est l'un de ceux que j'ai vu qui était le plus... pas le plus motivé, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont motivés, mais qui alliait à la fois sa motivation d'atteindre un objectif haut et son investissement. C'est là-dessus qu'on voit la différence. Il y a des joueurs, il y en a beaucoup qui sont motivés, qui n'investissent pas sur eux, qui ne sont pas prêts de payer ci, payer ça, payer un accompagnement. Et lui, payait beaucoup d'accompagnement. Alors qu'il était déjà au Real Madrid. Alors qu'il était déjà au Real de Madrid. Alors, entre guillemets, on peut penser qu'il peut se dire, voilà, je suis arrivé. J'y suis, quoi. Non. Et ça démontre bien qu'on a encore des athlètes aujourd'hui qui ont ce mode opératoire. Maintenant, il ne faut pas attendre d'être au Real Madrid pour commencer ça. Je ne pense pas que lui a attendu le Real. Exactement. C'est des joueurs qui ont commencé ça et qui ont pris ça comme habitude. Et après, voilà, qui ont gardé cette habitude-là de travailler en étant entouré et en faisant un travail qui va plus loin que juste aller à l'entraînement et rentrer chez toi. Et par rapport à tout ce qu'il mettait en place, est-ce que tu as un peu une liste de tous les coachs qu'il avait, etc., pour que les joueurs se rendent vraiment compte que ils se bougeaient, quoi. On vous dit pas de faire la même chose parce que c'est pas possible à votre niveau, évidemment, pour ceux qui regardent. Oui, mais après, je pense quand même qu'il y a une grande quantité de joueurs, enfin grande, non, il y a une quantité de joueurs
qui ont les moyens de le faire qui ne le font pas. Ah oui, Bah oui. c'est une certitude. Et ça, pour moi, c'est problématique. En fait. Mm. Si tu as les moyens de le faire, tu ne le fais pas, bah là, pour le coup, c'est toi, là, c'est ta responsabilité. Carrément. C'est une question que je me suis posée. Je ne suis pas sûr que j'ai vu toutes les personnes qui l'accompagnaient. Je me suis vu faire quasiment la queue Ah à ouais. des moments. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette image-là. Le gars, on faisait la queue. Et genre, toi, tu vas en premier, après, c'est moi. Et l'autre, il est derrière toi. On a la caisse de état, yoga, préparateur mental, spécialiste, préparation physique, à la file. C'est pour vous dire que c'est du très haut niveau. C'est pas juste de temps en temps, je fais une séance. Et ça, pour moi, c'est ça le haut niveau. Maintenant, il faut amener ça à la masse pour qu'on comprenne, pour que les jeunes comprennent. Ça ne se fait pas tout seul. Les joueurs qui sont là-haut, ok, il y a peut-être 1% de très, très, très talentueux qui sont arrivés là-haut parce que c'est le talent. Mais la plupart, c'est pas mais ça. la plupart, ils ont du talent et du travail. Bah, Et tu es obligé de travailler. Et donc, travailler, ça veut dire quoi? Pas te dire, moi, j'étais un athlète, j'étais tout seul. Je me levais le matin, je disais, allez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, fais-toi accompagner par quelqu'un qui a traversé ce chemin, qui a accompagné d'autres athlètes, qui a un savoir peut-être qui est plus étendu que le tien, qui peut t'accompagner quand tu vas te casser je sais pas, tu vas avoir une blessure, machin. Lui va te dire, ah, si tu as cette blessure-là, on va travailler sur ça. Et là, tu vas aller plus vite. Et en fait, c'est de comprendre aujourd'hui, c'est très difficile d'y arriver si on n'est pas accompagné. Ouais, et surtout, et même pour aller plus loin que le rêve du footballeur professionnel dont tout le monde rêve, juste dans ces niveaux régionaux, nationaux, quelqu'un qui se fait accompagner par rapport aux autres, la différence, mais elle est stratosphérique. Vu que personne ne le fait, Exactement. le gars qui va mettre juste, même pas tout, mais juste un truc en place de supplémentaire par rapport aux autres, mais c'est une machine de guerre, le mec. Et à ces niveaux-là, passer de Régional 1 à National 2, ça change ta vie, Bien sûr. concrètement. Bien Genre, sûr. tu vis du foot. Aujourd'hui, bah, tu l'as dit dans une story il n'y a pas longtemps, pour ceux qui regardent Val-Liénard, je ne sais pas si tu connais Val-Liénard, qui joue en National 3, c'est de la National 3, hein, c'est même pas de la N2. Il a une vie de footballeur professionnel. Bien sûr. Il n'a pas le salaire, ok. Oui, bien Il sûr. gagne 2000, 3000 pour certains, pour les meilleurs, mais ils s'entraînent le matin, ils ont récupération, ils ont kiné, ils ont une vie de footballeur, sans le salaire de Bien sûr. stratosphérique, mais ils ont une vie de footballeur. Maintenant, sûr. est-ce que tu penses qu'un accompagnement qui va te coûter tant, bah, ça vaut pas le coup d'atteindre cet objectif-là, sachant que la majorité des gens vont pas le faire. Ouais. Sur les 2 millions de joueurs aujourd'hui en France, la majorité vont pas prendre ce genre de choses. Par contre, ceux qui vont le prendre, bah, la différence, elle est juste énorme, quoi. Après, c'est mathématique. Hein. Tu rajoutes juste 2 séances par semaine en plus. Juste par semaine. Par mois, ça fait combien? Ça fait 8. Sur l'année, ça fait combien? Au bout de 2, 3, 4, 5, 6 ans, ça n'a rien à voir avec le mec qui n'a Ouais. rien fait, tu vois. Donc forcément, tu C'est deviens un c'est meilleur juste joueur. mathématique. Bah oui. Et encore une fois, moi, quand je vois mon expérience à moi, de toute ma carrière, je ne me suis jamais fait accompagner. Je n'ai jamais pris de coach. Moi non plus. Et on voit le résultat. regarde, C'est-à-dire, on est là. après, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais on ne sait pas, peut-être que tu aurais été accompagné, ça aurait été pareil. Je ne sais pas si ça aurait été pareil. Alors, on ne peut pas savoir aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas été accompagné, et que ça n'a pas... alors que j'avais un gros potentiel. Je ne te parle pas du joueur qui aurait fini. Non, j'avais un gros potentiel et ça n'a rien donné. Je ne sais pas si mes coéquipiers ou mes amis qui ont mieux performé se sont fait accompagner. Il faudrait que je leur demande. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 90, on n'est plus dans les années 2000. Aujourd'hui, il faut être accompagné. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tous les coachs, maintenant il y a des coachs, c'est ce qu'on disait, il y a des coachs partout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent tous t'aider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu en trouves un qui est bon, qui peut t'aider, qui peut t'emmener là où tu veux aller. Carrément. Et c'est bien ce que tu dis quand tu dis on n'est plus dans les années 90. Moi, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps d'une interview d'après-match de l'équipe de France. Il y avait Barthez et Laurent Blanc, je crois. Le gars fume à la télé, TF1, il est en interview, il a la clope à la main et il fait son interview. Aujourd'hui, c'est inimaginable ce genre de choses. Et c'est là où le Kylian, il a raison, le football, il a vraiment changé. Parce que c'est inimaginable ce genre de choses. Et on sait très bien que le monde pro influence forcément ce qui se passe en dessous. Et quand on voit ce que, comme tu dis, les gens que toi t'accompagnes mettent en place, tout à l'heure tu nous parlais de machines à des centaines de milliers d'euros, etc. On ne demande pas aux jeunes de faire ça, forcément. Mais il faut savoir que ça fait partie de la performance aujourd'hui. Exactement. On vit dans un monde où aujourd'hui, tu
peut pas faire ça en fait. Exactement, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la performance, elle évolue avec le potentiel humain. Plus on découvre du potentiel, on voit la médecine a évolué, la préparation physique a évolué, l'accompagnement kiné-ostéo. Enfin, il y a 20 ans, les kiné-ostéo, aujourd'hui, on parle de mobilité. Tout le monde parle de mobilité. Ouais. Moi, j'étais athlète, mobilité, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Moi, étirement, c'était le meilleur mot que je fais. Et encore, on faisait 3 étirements, genre on faisait juste ça. Aujourd'hui, les athlètes, tu vois, ils travaillent leur mobilité, ils travaillent la vitesse, ils travaillent la force, ils connaissent les différentes. Aujourd'hui, mais je savais même pas force, vitesse. Tout ça, c'était préparation physique. Tu vois, aujourd'hui, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus précis. Ouais. Et donc, on arrive à des niveaux de compétences pour comprendre et être accompagné à ces niveaux-là qui sont de plus en plus hauts. Donc, c'est important de comprendre que la performance évolue et donc on doit évoluer avec la performance. J'ai une bonne question là. Selon toi, quel est le moment clé dans la carrière d'un joueur où la préparation mentale devient le plus indispensable selon toi? C'est une bonne question. Parce que moi, j'ai pas mal de parents qui m'appellent pour leur enfant de 8 ans, de 10 ans. À chaque fois, je me dis, laisse-le vivre. Laisse-le jouer, laisse-le grandir, laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Je pense que 14-15 ans, si le joueur est mature, je dis bien si le joueur est mature, ça veut dire être capable d'être concentré, focus sur un objectif précis que lui a défini dans le temps. C'est-à-dire, je veux cet objectif et je suis capable d'être focalisé une fois par semaine avec cet accompagnant pendant 6 mois, 1 an. S'il est capable de faire ça avec de l'attention, de la concentration et d'appliquer les routines en place, là, si tu fais ça à 14-15 ans, tu peux tout détruire. Ouais, c'est vrai. Parce que t'es encore une éponge à ce moment-là? T'es pas trop vieux? Tu es clairement une éponge à ce moment-là. Que ce soit physiquement, même si c'est... c'est... les meilleures éponges à ce moment-là, bien sûr. Et tu n'as pas encore les barrières de l'athlète de haut niveau. Moi, je vois les barrières de l'athlète de haut niveau qui a déjà entendu, compris des choses, acté des choses qui sont des barrières. C'est-à-dire, c'est des mythes que lui, il a acceptés comme vrais. Donc, quand tu arrives dans sa vie, tu dois d'abord casser le mythe, qu'il désapprenne ça et ensuite qu'il mette en place ce que tu lui dis parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais comment ça, je ne vais jamais respirer par le nez, c'est impossible, machin. » Donc, je dois d'abord passer du temps à déconstruire sa croyance pour ensuite construire ce que moi je veux lui apporter. Donc, en fait, c'est du temps de perdu. Ouais, 14 ans, il va te dire « Ah, ok, il va le faire. » Et donc, on a gagné déjà, on a déjà gagné je ne sais pas combien de temps parce que du coup, il est déterminé à mettre en place tout de suite. Ok, donc 14-15 ans. Bon, moi, je suis d'accord aussi. Si ils sont matures. Si, il est mature. Oui. Parce que 14-15 ans, pas mature, qui a la tête en l'air, qui oublie tout, qui n'est pas prêt de travailler, qui n'est pas prêt de mettre en... C'est du temps perdu pour lui et pour moi. Et pareil, même 17 ans, 20 ans, si t'es pas mature, c'est la même chose. J'en ai de 25 ans qui sont toujours dans le même état que le gamin de 14 ans, qui ont la même... juste qu'ils sont dans un club pro et qui vont à l'entraînement, ils reviennent, et ils jouent à la PlayStation toute la journée. Ils ne sont pas capables de mettre en place une routine. Bah oui, effectivement. Mais tu sais que, je m'en rends compte et j'ai le seum contre moi-même, j'ai limite des regrets maintenant. De plus on fait ces podcasts, plus on parle de ça. Frère, je te jure, ça me fait du mal. Ma routine quand j'étais footeux, j'étais une catastrophe en fait. Et c'est maintenant que je m'en rends compte et c'est horrible. Il y a des milliers comme toi aujourd'hui. Mais oui, c'est horrible. Enfin, j'avais tout le potentiel physique, athlétique pour y arriver concrètement. J'avais quelques lacunes techniques mais qu'on pouvait régler. Mais l'hygiène de vie, c'était une catastrophe, vraiment. Et là, je suis en train de me dire, mais putain, mes gars, mais si j'avais rencontré Sepp, Wesley, si j'avais cette mentalité d'aujourd'hui, avec mes connaissances d'aujourd'hui, à cette époque-là, je serais jamais dans ce fauteuil. Je vais même aller plus loin dans ce que tu dis. Aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas. Comment ça? De quoi? Il faut plus que tu aies cette mentalité-là. Aujourd'hui, tu dois aller encore plus loin. Ah oui, voilà. Exactement. C'est-à-dire que si tu avais la même que là-bas, ça ne marcherait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, attends, mais les réseaux sociaux, en 10 ans, vous vous rendez compte Moi, j'étais là il y a 10 ans, il y avait personne qui parlait. Aujourd'hui, je vois tous les préparateurs physiques. Après, c'est parce que aussi je me connecte à eux, tu vois. Mais il y en a énormément. Donc, il y a 10 ans déjà, le même athlète qui est motivé, machin, il va peut-être avoir son préparateur physique qui habite dans le village à côté parce qu'il est dans une petite ville du Sud. Et ce préparateur physique-là, c'est tout le monde pour lui. Alors que maintenant, il a les réseaux sociaux. Il peut avoir un préparateur physique qui est à Lille. C'est l'un des meilleurs pour les gamins de son âge. Il va progresser 10 fois plus vite en étant avec lui. Et c'est ça aussi l'opportunité des réseaux sociaux et de la tech. Et de la tech, bien sûr. C'est que ça permet en fait d'avoir le meilleur dans son domaine. Qui est peut-être pas proche de toi. Et qui peut te faire progresser, mais dans toutes les langues. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux tout traduire, tu peux vendre. Il suffit de trouver le mec. Tu trouves le mec dans ce domaine-là, tu peux aider des centaines de milliers de personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, si j'ai 14-15 ans, si je m'enlève...
putain, 30 ans. Tu vois, et je me dis, vas-y, aujourd'hui, j'ai 14-15 ans, je veux être performant. C'est les réseaux, c'est Internet. Me questionner qui est la personne. Alors, je ne peux pas avoir 10 coachs, je vais peut-être en avoir qu'un seul, mais qui est la personne qui peut m'accompagner à progresser. Il ne faut pas chercher à être juste progresser semaine après semaine, mois après mois. Mais ça veut dire que ça, il faut le chercher. Le chercher, ça veut dire quoi? Le contacter, échanger avec lui, voir s'il y a un feeling. Si je parle avec lui, pas de feeling, je passe à autre chose. Et dès que je sens que j'ai un feeling, je sens que lui, il a envie, moi, je suis motivé, il est motivé parce que moi, je suis motivé, il a envie de m'accompagner, il a envie de bosser avec moi. Idéalement, il arrive à mettre en place... Je fais peut-être une séance test, j'adore, et je pars avec lui. En gros, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas essayer de le faire tout seul. Et très rarement, ce n'est pas papa et maman qui savent. Parce que moi, j'en ai rencontré aussi des joueurs qui vont écouter que leur père et leur mère. Ils ont de la bonne volonté. Mais il y a une chance sur 1 million d'être le papa qui va faire une Serena Williams ou un Kylian Mbappé. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas de bonne volonté, le papa ou la maman, et que malheureusement, des fois, il n'est pas qualifié. Il y a des spécialistes qui sont... C'est leur métier. Ils font ça depuis 2, 3, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont vu des milliers d'athlètes. Moi, par exemple, j'ai déjà vu plus de 1000 sportifs. Pas forcément que je suis mieux que ton papa. Tu vois après, c'est pas me vanter. C'est juste que c'est comme si tu es chirurgien depuis 10 ans. Moi, j'ai jamais opéré personne et je te dis je suis mieux que toi. Chacun a sa place. Chacun a sa place. C'est un exemple, c'est un bon exemple que tu donnes. Il y a, encore une fois, pour prendre les JO, qui est un événement récent, on parle de Léon Marchand. Léon Marchand, c'est la nouvelle star française, etc. Ses 2 parents, ils sont champions olympiques. Donc, c'est pas des petits... c'est des champions olympiques. Il est parti chercher le meilleur coach qui a coaché le plus grand sportif de tous les temps, le plus grand sportif, le plus médaillé, Michael Phelps. Aux États-Unis. Alors que les deux, ils auraient pu dire bon, c'est mon fils, ça va, et on est quand même champion olympique. Ils sont partis chercher le meilleur pour leur fils. Et aujourd'hui, voilà, le résultat, il est là. Je pense que même les parents, ils étaient OK parce qu'ils se sont dit bon, OK, j'ai une carrière, mais il y a potentiellement quelqu'un qui est meilleur pour mon fils. Exactement. Oui, mais même, ils ont une carrière quand? L'année dernière? Ouais, non, c'est ça aussi. Oui, mais c'est ça aussi. Ça veut dire que moi, j'ai une carrière il y a 20 ans, mais aujourd'hui, on est dépassé. Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas. C'est un autre monde, en fait. Carrément. Donc aujourd'hui, il faut être avec son temps. Et même moi, aujourd'hui, j'ai un fils de 10 ans qui est à fond dans le foot et tout machin. C'est pas moi qui vais l'accompagner. Alors, je vais lui donner des billes quand je pourrais, quand il est là, il est jeune, donc je lui donne des trucs. J'essaye de l'emmener, je le fais méditer depuis qu'il a 3 ans, je lui apprends à respirer, il connaît les bases que moi j'ai envie de lui transmettre, mais il faut que quelqu'un d'autre le prenne en charge. C'est pas moi qui vais le prendre en charge. Alors que je pourrais me dire, tiens, c'est mon fils, je ferai jamais ça. Et tu ferais pas ça parce que c'est ton fils et c'est juste le côté émotionnel qui joue, ou tu ferais pas ça parce que tu penses avoir pas les compétences qui l'emmèneraient... Non, mais déjà, c'est pas question moi à lui, c'est lui à moi. Lui, pour lui, je suis son père. Oui, tu peux pas être son coach, en fait. Aujourd'hui, il va me voir, parce qu'aujourd'hui, il me voit encore comme le... D'ailleurs, j'adore cette personne. Genre, c'est le meilleur et tout ça. Et dans 2 ans, 3 ans, il va être adolescent, il va me regarder, il va me dire, mais c'est qui, lui, tu vois? Il va passer son adolescence. L'adolescence, c'est rejeter la posture parentale. Donc, je vais lui donner un conseil, il va me dire, non, mais papa, ça va, j'ai pas envie, je veux pas. Quelqu'un d'autre lui donnerait le même conseil et le mettre en place. Donc, mon intérêt, c'est pas d'essayer d'être le père Williams ou le père Mbappé, c'est juste de rester être son père et de mettre quelqu'un qui est compétent pour l'emmener dans la direction qu'il veut. Par contre, moi, je reste son père. Et quand il va pas bien, je lui fais son câlin, je le motive en disant « Vas-y, continue mon fils, machin ». Mais je ne me mets pas en posture de professionnel. Parce que... En plus, tu mélanges les deux. C'est un conflit d'intérêt, en fait. Exactement. On mélange les deux. Et c'est très... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des parents qui peuvent le faire. Mais c'est très compliqué. Il faut avoir la compétence. Il faut être parent, il faut avoir la compétence et être capable d'avoir les 2 casquettes sans détruire ni le père ni l'enfant. C'est compliqué. Moi, c'est des risques que je veux pas. Une question avant qu'on arrive vers la fin. Selon toi, quelles sont les 3 qualités mentales essentielles pour un joueur amateur qui souhaite passer professionnel? C'est une bonne question. Pour moi, la première, elle est forcément mentale. Et elle est liée à la capacité à faire le silence en soi. C'est-à-dire se taire, faire le vide dans sa tête. La plupart des gens ne savent pas le faire. Moi, toute ma carrière, je n'ai jamais su le faire. J'ai appris à le faire après, depuis une dizaine d'années. Le fait de pouvoir s'asseoir, se centrer, ne pas parler, ne plus bouger et faire taire la voix qui est dans sa tête, ça a changé ma vie. Tu peux tout créer après ça. Parce qu'en réalité, tu apprends à
as fait taire le bruit intérieur. Donc, à partir du moment où le bruit intérieur est au plus bas, où il n'existe plus, je peux créer une idée, une pensée que tout mon système va entendre. Ok. Imagine une scène où, quand tu fermes les yeux, tu te mets à ce que tout le monde vit et qu'il y a 1000 voix qui parlent. Et qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Et là, OK? Et là, tu te dis, moi, je vais être champion du monde. Mais il y a 1000 personnes qui parlent en même temps. Bah, en fait, on n'entend pas parce qu'il y a plein de choses. Par contre, s'il n'y a personne, c'est le calme plat. Et tu dis, moi, je vais être champion du monde. C'est clair. C'est clair, on n'a entendu que toi. Donc, en fait, notre premier travail, c'est d'apprendre à faire taire la voix intérieure. Dès l'instant où on l'a fait taire, on peut maintenant dire ce qu'on veut. On peut voir ce qu'on veut. On peut ressentir l'émotion. On peut y aller. Et si on arrive à le faire encore et encore et encore, on tue le game. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième chose que je n'ai pas appris en tant que joueur, c'est à contrôler, gérer, prendre du recul sur mes émotions. Les émotions, pour moi, c'est le véhicule, c'est l'essence qui va t'emmener à ton objectif. Tu dois absolument apprendre à gérer tes émotions. Et notamment pour les garçons, c'est quelque chose qu'on ne leur apprend pas. Les émotions, les garçons, on les fait rejeter, repousser. Donc l'émotion de tristesse, de colère, de frustration, ou quelle que soit l'émotion, ils ont tendance à la rejeter et à se cacher derrière « ouais, je suis fort, je vais y arriver ». Sauf que ça, c'est très contre-productif pour la santé, le bien-être de l'être humain qui est derrière la performance. Donc on doit vraiment l'amener à conscientiser, écouter, embrasser ses émotions et ensuite devenir un créateur d'émotions. Je considère qu'on est des êtres humains qui avons le pouvoir de créer nos émotions. Si maintenant tu fermes les yeux, tu t'imagines à ton objectif, tu peux créer l'émotion que tu vas ressentir là-bas. Clairement. C'est ça ton travail. Donc tu as fait le vide dans ta tête, tu visualises ce que tu veux, tu crées l'émotion. Et maintenant, la capacité terrain, la troisième, c'est ne jamais lâcher. Donc la persévérance, la discipline, la répétition, tous ces mots tendent vers la même chose. Être capable d'avoir mon objectif et de me dire maintenant, c'est mort, je ne lâcherai pas. Moi, là, je ne lâcherai pas. Et même quand je serai assis avec mon ballon d'or, avec mon joueur ballon d'or, j'aurai encore plein de choses à accomplir. Mais ça, c'est un des objectifs. Je ne m'arrêterai pas avant. Donc, et peut-être que ça va me prendre 20 ans. Et peut-être même qu'à la fin de ma vie, je ne l'aurai jamais réalisé. Mais j'aurais passé ma vie à tenter. Parce que ça me drive. Donc, si on contrôle son mental, on arrive à écouter ses émotions et à créer des émotions encourageantes qui m'amènent vers mon objectif. On arrive à appliquer dans la matière avec répétition, agir en résonance avec ces objectifs-là. On est inarrêtable. Littéralement, personne ne peut nous arrêter. Après la team, je tiens à préciser quelque chose. Là, il vient de vous donner les clés. Mais je pense que vous n'avez pas les compétences pour pouvoir le faire seul. Donc, si jamais vous voulez justement mettre en place quelque chose et pouvoir passer un cap tout simplement, là, il faut vous faire accompagner par des personnes qui ont les compétences, les connaissances pour vous le faire faire. Donc voilà. Dans tous les cas, et pour corroborer ce que tu dis, encore une fois, tout ça, ça va vous emmener à votre plein potentiel. C'est pas parce que vous allez faire ça que vous allez devenir Mbappé. C'est pas vrai. Par contre, si aujourd'hui tu joues en D3 et ton potentiel c'est jouer en N2, tu joueras en N2 si tu mets ça en place. Et c'est déjà trop bien. Tu vivras du foot, ça sera vraiment ta vie, etc. Mais il faut pas penser que oui, tu vas devenir un monstre, mais tu vas devenir ton monstre. Oh, c'est bien dit. J'aime c'est pas ça, mal ça. J'aime bien. C'est pas mal, hein. Garde-la celle-là. Tu vas devenir ton monstre. Mais oui, tu deviens ton propre monstre. Ton propre monstre. Avec tes qualités, tes forces, avec tout ce qui te caractérise. Et dernière chose que je rajouterais sur ce que vous venez de dire, c'est un investissement. Ça ne se fait pas gratuitement comme ça en parlant. Parce qu'il y a des gens qui m'envoient des DM en mode alors... ok, je peux te donner 2-3 conseils, mais c'est pas ça qui va... Il faut être accompagné. C'est un investissement, accepter d'investir. Donc moi, encore une fois, si j'étais jeune joueur aujourd'hui, parce que moi, jeune joueur, tu n'as pas 1000 € qui traînent comme ça dans un placard, mais je mettrais de côté. Au lieu de m'acheter la paire de Jordan, j'adorerais m'acheter des paires de Jordan, de perdre une paire de Jordan qui t'a coûté je ne sais pas combien, je ne l'achète pas. Je la mets de côté, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et dans 3 mois, j'ai peut-être 300, 400 €. 400 €, je trouve le moyen d'aller voir un coach et dire, OK, j'ai ce petit budget-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut toujours commencer quelque part. Il faut juste comprendre que c'est un investissement. Ça ne se fait pas gratuitement, en fait. Ouais. OK. Les gars, je pense de toute façon, ils sont en train de nous virer là à côté. Donc, on va conclure là-dessus. Est-ce que tu as une dernière phrase à dire face caméra à notre communauté ? Et je pense que, pour ceux qui nous suivent maintenant depuis un petit moment, je pense que Seb, vous le reverrez. Je m'avance peut-être un peu, mais je pense que vous le reverrez prochainement dans d'autres choses, peut-être. Mais voilà, si tu as quelque chose à dire à la communauté. Non, moi, la seule chose que j'ai à dire vraiment qui est très, très importante, c'est de croire en soi.
Ne jamais écouter les autres qui peuvent vous empêcher d'aller dans la réalisation de votre rêve. Votre rêve, il est là, et vous devez le réaliser. Ça prendra du temps, ça ne sera pas toujours facile, ça sera dur. Mais dès l'instant où vous l'avez là, vous l'emmenez là, et vous l'emmenez dans le terrain, dans la réalité, lâchez pas. C'est good, hein? C'est good, je pense. Ouais, Hein. très très bonne phrase de Parfait. fin. Écoutez, les gars, merci beaucoup. Hein. Yes, merci les Merci gars. les gars. Allez, Merci. ciao l'équipe. Oh, avant de terminer, s'il vous plaît, la team, n'oubliez pas de liker la vidéo, mettez la cloche de notification et abonnez-vous, hyper important. Voilà. Je pense que c'est un bon épisode. Mot de Merci fin. à toi, Seb. Merci Wes. Merci Merci. Yanis. Et on se Merci voit la prochaine. Yanis. Ciao les gars. Allez, ciao. Ah, c'est carré. C'était vraiment cool l'épisode. Hein. Il était vraiment bien. Il était vraiment bien. Franchement, t'as posé des bonnes questions de ouf en plus. C'était bien. Putain, je te jure, tu m'as motivé. Non mais tu sais que j'ai bossé avec des CEO, des patrons et tout ça. C'est la même chose. Bah ouais, mais c'est pareil. C'est la même chose. Là, je travaille avec